Nous intéresser, nous, au 41e Grand Prix de l'industrie et de l'artisanat. Le nom n'est pas très sexy comme ça, mais ce Grand Prix de l'Archiano, nous sommes en Toscane, exactement comme c'était le cas hier à l'occasion des Strade Bianche. Eh bien, vous allez voir que ce Grand Prix, l'Archiano, a de quoi séduire avec un parcours relativement compliqué. Il faudra être costaud aujourd'hui et d'ailleurs, le palmarès en atteste. Ce sont des hommes costauds qui se sont imposés ces dernières années, avec notamment Adam Yates ou encore Simon Clark qui ont inscrit leur nom au palmarès, Pozzato, Vincenzo Nibali en 2007 au palmarès de cette dernière saison. Nous allons suivre cette course toscane en compagnie de Nicolas Fritsch qui fait son retour sur l'antenne d'Eurosport. Bonjour Nicolas. Bonjour à tous, début de saison effectivement. Et vous le voyez aujourd'hui, des conditions météorologiques en tous les cas un petit peu meilleures, parce que hier pour les Strade Bianche c'était absolument dantesque et c'est Tiesj Benoot, le Belge, qui est parvenu finalement à émerger devant Julien Bardet qui a été héroïque également dans cette course. Il voulait impérativement la faire, le Français, et il a montré qu'il avait bel et bien raison. Il aime cela et ça s'est très bien passé pour lui avec la deuxième place devant le champion du monde de cyclocross. Même maillot bleu que celui que l'on vient de voir, Willems Veranda Crélan. La troisième place donc de Wout van Aert. Aujourd'hui, l'Italie, la Toscane toujours. Je vous le disais, des conditions météorologiques un petit peu meilleures. 8 degrés, moins de pluie, en tous les cas pas de pluie pour le départ. Et bien sûr, Adam Yates qui s'élance avec le dossard numéro 1. Il ne sera pas le seul favori. On pourra noter pêle-mêle, Nicolas, des garçons comme Daryl Impey, qui étaient les deux attaquants dans un premier temps, puis ensuite sur Tiesj Benoot qui avait fait lui la bascule. Ouais, Benoot était le plus fort, je pense tout simplement hier. Après effectivement entre Valverde et Sagan, il y a eu un petit marquage certainement. Je trouve que Sagan n'a pas très bien couru. Alors c'était sa reprise après plusieurs semaines de stage en altitude. C'est pas toujours évident, on lui en demande beaucoup à Sagan. Et d'ailleurs je trouve qu'il a fini très fort la course hier puisqu'il vient finir 8e. Alors qu'il était assez loin. Je ne sais pas s'il a eu à un moment donné un petit souci mécanique. On les a vus, les trois coureurs de la Bora ensemble, un petit peu attardés. On n'a pas eu en tout cas, j'ai pas trouvé d'explication à cela. Mais en tout cas, il a fini très fort. Donc il a un peu de mal à remettre en route, ce qui est normal. Il a décalé un petit peu son pic de forme. Il veut vraiment marcher sur les classiques de San Remo à Paris-Roubaix. Et les Strade Bianche, il a un petit peu mis ça de côté. Ouais, il avait dit de toute façon qu'il ne se tuerait pas pour remporter les Strade Bianche. Il y a un objectif maintenant qui arrive à partir du milieu de la semaine prochaine. Ce sera Tirreno Adriatico que Peter Sagan a choisi lui de faire pour préparer Milan-San Remo. Et puis bien sûr Milan-San Remo, ce sera dans un tout petit peu moins maintenant de 2 semaines. Nous sommes dans la difficulté majeure de ce circuit, vous l'avez dit, 2 circuits différents, 4 tours d'abord d'un circuit de 22 km sans difficulté majeure. Ça c'était pour passer quasiment les premiers 100 km de ce Grand Prix de l'industrie et de l'artisanat qui en compte quasiment 200, 199 très précisément. Et puis ensuite 4 tours de 28 km avec en revanche là une bosse, une belle petite ascension d'une toute petite dizaine de kilomètres. C'est un faux plat montant, c'est pas l'Alpe d'Huez non plus, mais c'est difficile et ça finit par compter et marquer les jambes. On a mi-chemin entre une longue côte et un petit col, on va dire. Alors effectivement, le pourcentage moyen n'est pas très élevé, mais ça suffit généralement pour faire la différence. Et, il suffit de voir le palmarès, pour notamment Adam Yates qui s'est imposé 2 fois. Donc un homme fort peut s'extraire dans cette difficulté et l'arrivée est assez proche. Derrière on descente technique, puis l'arrivée je crois est à 2 km après le bas de la descente. Ouais. Je suis plutôt bien placé pour parler de la fiabilité de leur véhicule. Et pour vous annoncer qu'en ce moment Honda vous offre la garantie 1 million de kilomètres. Profitez-en jusqu'au 31 mars. Don't you have something more thrilling? Sure. That means double espresso for me. Royal, Café Royal. Désormais pour votre machine Nespresso. Retour sur les routes du Grand Prix de l'industrie et de l'artisanat à 30 km de l'arrivée, toujours avec
l'homme de tête, mais qui ne compte plus qu'un avantage vraiment très réduit hein, sur le peloton. Ce n'est pas Adam Yates qui était vainqueur lui l'an dernier et en 2014, mais c'est bien Cesare Benedetti, un coéquipier habituel au sein de la formation Borans-Grohe, du champion du monde, du triple champion du monde, Peter Sagan, qui n'est pas présent sur ces routes. Lui, il est venu hier en guest, bien sûr, en star, plus qu'en guest d'ailleurs, sur les routes des Strade Bianche. Il a pris un bel accessible, la 8e place pour Peter Sagan hier, même s'il n'était pas encore tout à fait à son niveau maximum. Mais ça y est, le moment où Benedetti est en train de se faire reprendre par Giovanni Visconti. Vous aviez bien vu, Nicolas. Ouais, on reconnaît hein, son style caractéristique. Lui aussi assis sur le cadre. Hein. Ouais, bah c'est la. Ça y est, c'est devenu la grande mode. Ouais, popularisé par le coéquipier d'ailleurs de Visconti, Matej Mohoric. Alors, j'allais dire initié moi plutôt par Mohoric, effectivement. Je sais pas s'il y a. C'est toujours difficile de trouver vraiment le premier. Ouais, qui de l'œuf et de la poule. En tous les cas, c'est vrai que Mohoric, c'était la première image dont on se souvient bien. C'était lors des championnats du monde espoir en 2013 que Mohoric avait remporté grâce à cette position d'ailleurs. Dans cette descente, il avait fait un numéro fantastique, le jeune Slovène, et il s'était imposé. Il était devenu champion du monde espoir devant Luis Meintjes. Cette année-là, d'ailleurs, c'est un certain Caleb Ewan qui avait aussi pris la 4e place. Et depuis, en revanche, c'est vrai qu'il y en a un qui a vraiment porté ça au grand public, c'est Christopher Froome sur les routes du Tour de France. Mais à la base, c'était pas Christopher Froome qui avait trouvé cette position le premier. Non, après forcément, en remportant l'étape du Tour de France, un petit peu plus médiatique qu'un championnat du monde espoir. Et j'imagine qu'on sait tous, enfin que tous les coureurs se sont dit, en plus si Christopher Froome le fait, que ça marche, qu'il va vite, que dans la descente plus personne ne parvient à revenir sur lui, c'est que c'est efficace, on va s'y essayer. C'est une position que vous adoptez aussi encore à l'entraînement, vous Nicolas? Alors non, je crois que même si je courais encore, je l'adopterais pas. On dit qu'elle est particulièrement inconfortable et pas facile à tenir. Hein. Ouais, je suis pas vraiment, j'ai jamais été un casse-cou, je suis encore évidemment moins. Et visiblement, ça doit être efficace quand même. Hein. J'imagine que si les coureurs l'adoptent. Avec le retour à l'instant de Davide Ballerini. Ça y est, on a un trio maintenant devant. Cesare Benedetti, un trio 100% italien. Hein. Benedetti, Visconti et Ballerini maintenant. Tout ça à 28 km de l'arrivée. On va passer une toute dernière fois, enfin une avant-dernière fois, pardon, sur cette même ligne. Et puis on partira pour la dernière boucle de quasiment 27 km. Bon, Visconti qui a bien récupéré de cette très très belle course d'hier, 5e. Ouais. Il a longtemps été là pour la gagne. C'est un coureur un petit peu sous-estimé, Visconti, ça on n'en parle pas très souvent. Il a souvent été, il faut dire, l'équipier de coureurs encore meilleurs que lui. Hein. On pense à Valverde ou maintenant à Nibali. Mais quand il en a la possibilité, et notamment sur ce genre de semi-classique italienne, il est souvent protagoniste. Et il s'est fait un beau petit palmarès quand même, champion d'Italie, des victoires sur le Giro. Voilà l'avantage de ces trois hommes. Est vraiment réduit à peu de choses pour le moment. Il va falloir tenir maintenant 27 km. Est-ce qu'ils ont la bonne jambe tous les trois ou au contraire est-ce que ce peloton encore fort quand même certainement de 50-60 unités minimum va parvenir à s'organiser pour revenir sur les trois hommes de tête? La réponse dans une bonne demi-heure maintenant. Un coureur un petit peu moins frais, Benedetti qui est sorti déjà depuis un petit moment. Un Visconti, même s'il a l'air d'être plutôt bien, qui devrait logiquement avoir un petit peu mal aux jambes d'hier. Contrairement à Ballerini. Là, en tous les cas, on a affaire à une échappée de vétérans ou d'hommes très expérimentés. Hein. Les 35 ans de Visconti, les 30 ans de Benedetti, les 29 ans de Ballerini. Et derrière la formation Mitchelton qui fait confiance à Yates, donc il a emporté 2 fois, donc on peut lui faire confiance. Il connaît bien le parcours, il a dû donner les consignes sur son état de forme. Dans cette équipe hier, il y a un jeune coureur qui a été vraiment extrêmement impressionnant, c'est Robert Power. Qui porte bien son nom. Ah ouais, tout jeune,
le coureur australien, et qui a fait un grand numéro pour finalement terminer à la 6e place quand même, hein, excusez du peu, derrière Valverde, mais devant Stibar, un ancien vainqueur d'Estrade Bianche, devant Peter Sagan. Ouais, c'est un jeune coureur hein, qui est très prometteur. Il a que 22 ans, on le rappelle. Il y a beaucoup d'Australiens forts hein, chez les jeunes qui ont parfois un petit peu plus de mal à confirmer. Alors évidemment, on lui souhaite tout l'inverse. Mais déjà, avec une 6e place, ça classe son bonhomme. Hein. Ouais, et puis surtout qu'il a passé toute la journée à l'avant, hein, avec les meilleurs. Il a fait la course avec De toute façon, les hier, cadors. quand on voit le classement et quand on a vu la course, Quelle course! ça s'est vraiment joué à la pédale. Hein. Une course d'anthologie, et on a, c'est ce qui se dit d'ailleurs aussi un petit peu partout dans la presse, sur les réseaux sociaux, etc. Mais c'est Strade Bianche que Eurosport vous proposait hein, il y a quelques saisons encore. C'est vrai que l'historique est relativement court, hein, puisque ça ne fait que 12 années que la course est ouverte aux professionnels, est organisée pour les professionnels. On rappelle qu'à l'époque, il s'agissait d'une cyclo-sportive qui s'appelle, puisqu'elle existe toujours d'ailleurs, cette cyclo, l'Heroica. Mais qu'en 12 années seulement, cette course a déjà acquis ses lettres de noblesse, et que finalement, elle ne dépareillerait pas parmi les monuments du cyclisme, que sont Milan-San Remo, le Tour des Flandres, Paris-Roubaix, la Doyenne, le Tour de Lombardie. Bon, c'est peut-être ce qu'on dira dans 30 ans, quand il y aura un petit peu plus d'histoire. C'est sûr que les Paris-Roubaix, Liège ou le Tour des Flandres ont il y a quasiment 100 ans, voilà, et plus parfois d'histoire pour ces courses, c'est vrai. il y a des mythes, des légendes, donc c'est pas encore le cas forcément pour logiquement hein, en 13 années d'existence. Enfin, une course qui est devenue déjà World Tour et qui attire maintenant de plus en plus de cadors. Ah ouais, il y a une très très belle start list hier. D'ailleurs, c'est un peu dommage hein, au détriment d'une course comme Paris-Nice. Je pensais hier à un Julien Alaphilippe qui sur ce genre de course, sur l'Estrade Bianche, lui l'ancien cyclo-crossman, aurait il pourrait été se faire plaisir, ouais, assurément, surtout quand on voit la bosse d'arrivée, il pourra vraiment se faire plaisir. Mais on a Paris-Nice qui a débuté aujourd'hui, et évidemment se rajouter l'Estrade Bianche la veille. Si on veut y jouer En un guise rôle. de prologue, c'est un peu compliqué. Ouais, idem pour le Belge Tim Wellens, qui avait Exact, terminé ouais. sur le podium l'année dernière, qui cette année veut se consacrer à Paris-Nice, qui l'a d'ailleurs plutôt bien entamé, hein, puisqu'il prend la 4e place de cette première étape, remportée, on le rappelle encore une fois, par Arnaud Desmar aujourd'hui sur les routes de la course au soleil du côté de Meudon. Victoire qui a nécessité la photo finish, le départagé avec Gorka Izaguirre. Christophe Laporte prend une très belle 3e place. Julien Alaphilippe termine lui aussi dans le top 6. C'était une arrivée pour costaud. Hein. Ouais, un bel exploit d'Arnaud Desmar et par Christophe Laporte qui est aussi catalogué comme sprinter, mais un peu moins. Donc le seul sprinter qui a réussi à passer, c'est Arnaud Desmar. Il est vraiment très très grande forme. C'est bon augure à 15 jours seulement de Milan-San Remo, la classique, le monument qu'il a déjà remporté, on le rappelle. Et oui, on rentre dans une période excitante dans le cyclisme là. À la plus belle des périodes, ce printemps est toujours, le printemps qui s'annonce là est toujours exceptionnel. Ouais, le printemps pour l'instant là, On le cherche un petit peu du point de vue météorologique, c'est ça que vous voulez dire Nicolas? c'est exactement ça. Ouais, je vous comprends. Et je vous rejoins totalement. 24 km, toujours la formation Mitchelton Scott qui est en train de rouler avec, vous le voyez, Jack Haig en première position, avec Carlos Verona également, avec Daryl Impey. Et on a un coéquipier de Visconti là qui vient râler contre la moto, qui est quand même pourtant suffisamment loin hein, pour ne pas abriter les Mitchelton Scott. Alors c'est vrai que les motos, même hier dans l'Estrade Bianche, Ouais, hier c'était ont encore de temps en temps été dangereuses. Alors, encore une fois, hein, franchement, moi je ne veux pas stigmatiser les pilotes des motos qui ont vraiment un rôle déterminant et très compliqué parfois, parce qu'on leur demande naturellement d'être assez proche des coureurs mais pas de les gêner non plus. Et puis lorsque l'on est sur des routes comme l'Estrade Bianche avec des chemins boueux, des motos qui peuvent très facilement glisser, chasser dans des parties descendantes aussi, où finalement les coureurs vont plus vite que les motos. Hein. C'est hier, vrai il que fallait c'est quand très même être compliqué. un pilote hein, pour piloter Ouais, les ouais. motos justement. Ça doit être Puis
D'ailleurs, on a vu des Les motards, on le rappelle, ils ont quelqu'un derrière. ils ont hein. quelqu'un derrière. On a vu Le sur caméraman, les chaque images fois. où Van Aert chute en raison de crampes. On voit derrière après un scooter. Ce sont des scooters souvent sur les courses italiennes qui n'arrivaient pas à redémarrer non plus. Ouais, quand il y a de la pente, et puis c'était des petits pavés, et en plus mouillé. La Non, non, totale. voilà, tout est compliqué. Bon, là, franchement, le coureur exagère un petit peu, une vingtaine de mètres. C'est un Italien, on va dire. Oui, mais bon coureur, hein, qui passe plutôt bien les bosses. Alors, il est dans le dernier tour, on va bientôt aborder la dernière ascension. Quand on a vu le final tout à l'heure avec Benedetti, final qui est un petit peu moins dur hein, par rapport au début de la côte. Et cette descente technique dans laquelle sont sortis d'ailleurs Visconti et Ballerini. Ballerini l'an dernier, il avait terminé 3e de l'étape du Tour des Alpes qui arrivait du côté de Innerville-Gratten. Et il avait été battu par Thibaut Pinot et par Rohan Dennis. Je veux dire que, confirmer ce que vous disiez, que c'est un coureur costaud. Ouais, malgré son gabarit, est donc annoncé à 1m83, 78 kg. Et je pense que ça doit être à peu près ça. Hein. Ouais, Il est massif. Et peut-être encore plus en début de saison. Ouais, on ne voit pas très affûté, effectivement. C'est souvent le cas pour les coureurs qui petit à petit perdent un peu de ce poids. Mais c'est vrai qu'en début de saison, il y a aussi toutes ces courses où il faut lutter contre le froid. Et lorsqu'on arrive avec un indice de masse graisseuse déjà très faible, à ce moment-là, on chope le premier virus qui passe au moindre courant d'air. Non, Ouais, c'est compliqué, effectivement. Hein. Si on aborde la saison vraiment très affûtée, on prend le risque. Ça dépend aussi de son calendrier. Hein. Mais enfin, vous voyez, aujourd'hui, ouais, là, en il fait Europe, mauvais de toute partout. façon, voilà, il n'y a pas une course où on dépasse les 10 degrés. Mais effectivement, il faut garder une toute petite réserve et pas être à son poids de juillet, par exemple, hein, pour ceux qui préparent le Tour de France. Mais pas non plus exagéré, parce que sinon c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Sans compter que sur toutes les classiques printanières qui vont arriver, si on est déjà très léger, parfois on manque justement de cette force nécessaire. Qui grimpe bien, qui a une bonne pointe de vitesse. Mais lui aussi a fait une belle course hier, donc la question, quand on enchaîne comme ça 2 jours, c'est l'état de fraîcheur du coureur. Les Katusha. Ils viennent rouler à 3 pour la formation suisse. Alors qui pourrait être le leader pour cette formation? Ouais, difficile Ouais, à il y a dire pas en tous les forcément cas. un coureur qui ressort. On a Nathan Haas, mais Est-ce qu'il sera capable de passer cette bosse avec les meilleurs avant de basculer? Peut-être Maxime Belkov. on voit un pourcentage, hein, 17% plutôt au début de l'ascension, mais un passage très court. Hein. Voilà. Ça y est, on est en plein dedans maintenant. Il y a Matteo Fabro aussi pour la Katusha. En tout cas, ce sont eux qui... Ah, et Cesare Benedetti, lui, a coincé, laissant Giovanni Visconti et Ballerini partir tout seuls. Ouais, il a Raphaël Machka, hein, donc son leader. On devrait le voir. Il marche plutôt bien. On a Gonçalves derrière qui emmène donc l'Armada Katusha devant Matteo Fabro, puis Daryl Impey. Et Ballerini qui tire la langue, mais qui tient bon pour le moment dans la route de Giovanni Visconti. Très en forme, hein. Visconti, on le rappelle, très bon hier, mais le peloton là est en train de se rapprocher inexorablement. Ouais, il a encore un bon coup de pédale nerveux, Visconti, mais on voit qu'il a peu d'avance, mais en tout cas, il résiste. Ils ont fait le plus dur, hein, la deuxième partie de l'ascension. Et Visconti coince, ouais. Il laisse partir Ballerini. Alors il coince ou bien il a compris que de toute façon ça ne servirait à rien de jeter les dernières forces dans la bagarre. C'était déjà perdu d'avance. Ouais, puis il ne faut pas oublier qu'hier,
Il termine devant aussi hein, sur l'Estrade Bianche. Il manque peut-être un petit peu de jus. On a vu derrière des coups à ressortir. Là, la bagarre se lance derrière. Ouais. Il y a un coureur de la Katusha notamment. Ouais, mais également la nouvelle équipe Education First, Drapac, avec les maillots rose et blanc. Est-ce que l'on aurait un Sepp Van Mark ici ou pas? Van Mark qui a fait un début de saison absolument étonnant aussi. Peut-être Daryl Impey là, non? Parce que ce n'est pas le maillot de champion d'Afrique du Sud. On voit passer. Si, c'est bien lui. Alors, on doit être dans le court passage à 17% et après ce sera plus facile. Daryl Impey qui serre les dents et qui a donc repris Ballerini maintenant. Voilà, Raphaël Majka, Regroupement à 12 km de l'arrivée. Martinez, le Colombien justement de la formation Education First. Avec Christ Neylands, aussi le letton de la formation Israel Cycling Academy. Ouais, très fort, hein. C'est lui qui fait la sélection là. On a un coureur de la Movistar, on a Yates en avant-dernière position. Majka donc. De toute façon, pour tous ces coureurs là, comme Martinez qui sont des grimpeurs, hein, c'est maintenant qu'il faut faire la sélection. On ne va pas attendre le final de l'ascension. Martinez, Majka, juste derrière donc le letton Neylands. Ils ne sont plus que 8 maintenant. Derrière, le break est fait. Alors chez Movistar, est-ce que c'est Amador? Pas simple hein, d'hélicoptère. Peut-être Jorge Arcas, coureur espagnol. Ouais, là ça ressemble un peu à la grande lessive, hein. Les 8 qui se tiennent pour le moment. Ouais, notamment sous l'impulsion de Martinez et du coureur letton. Coureur de la formation Katusha qui s'est accroché, c'est Matteo Fabro, l'italien. C'était donc pour lui que l'équipe Katusha roulait. Ouais, et Majka qui relance. Gros plateau, on voit il n'y a plus beaucoup de pente. Hein. Ça va pas être facile pour Majka de sortir. Il manque un peu de pourcentage pour lui. Tout jeune coureur italien de 22 ans. Un très bon chrono sur le Tour de la Communauté de Valence en début de saison. Remporté par Alejandro Valverde. Et il avait la confiance de ses équipiers, de ses coéquipiers. Il répond présent pour le moment. Allez, Neylands encore, qui en remet une. Jeune coureur letton, je vous le disais, 23 ans. On n'est pas encore arrivé au sommet de la bosse, hein. Il reste encore quelques kilomètres d'ascension. Ah, mais ça ici, va aller à cet vite, endroit-là, hein, il y a moins de pourcentage. Exactement, il y a moins de pente. Gros plateau, ça roule très vite. Alors, le Movistar, de qui s'agit-il? Peut-être Rozone également. Adam Yates, en Ouais, avec son embuscade pour maillot l'instant. jaune sur la droite de l'image, enfin jaune et noir, pardon, sur la droite de l'image. Rafa Majka, que l'on reconnaît aussi, couleur Boran Groé. Daniel Martinez est là. Et puis pour la formation Androni, est-ce que ce serait Marco Frapporti?
Il a fait un très bon début de saison. Ah mais regardez, ouais, ça ralentit et ça permet un retour par l'arrière d'une quinzaine de coureurs. Nouvelle accélération maintenant et attention, les motos qui gênent peut-être. Alamietz qui a profité du sillage de la moto pour tenter de s'extirper de ce groupe. Ouais, là pour le coup ça l'a un petit peu avantagé en sortie de virage, dans la relance. Et reprendre quelques mètres d'avance pour le pilote de la moto. Ah, il connaît, hein, il a remporté 2 fois ici. Ouais, il aime ce tracé. On avait 2 coureurs également de l'équipe Nippo Vini Fantini qui étaient présents dans ce petit groupe de 8 tout à l'heure, mais alors je n'ai pas su identifier le coureur. Ouais, ça monte par à coup, maintenant c'est Majka qui relance. Et l'ascension également est technique, hein, beaucoup de courbes comme dans la descente tout à l'heure, et ça parfois ça freine le coureur, hein. Évidemment l'objet de ralentir avant le virage. Alors le peloton derrière, enfin le peloton. Un petit peloton, mais ils sont encore nombreux à quelques secondes derrière ces 4 coureurs. Ça va être difficile de faire la sélection, hein. Ce sont des Androni qui étaient Ouais. en train de prendre les choses en main. 2 coureurs, on a également là dans le groupe juste derrière un corps de la formation Delco Marseille Provence KTM. Peut-être Mauro Finetto. Pour les Androni, on doit avoir Francesco Gavazzi. Alors, il y en a un qui est un petit peu frileux. Il a gardé les jambières, les manchettes. Alors qu'hier, certains flahutes roulaient tout en cours, sans gants, sur les routes encore plus rafraîchies et surtout beaucoup plus mouillées des Strade Bianche. Ah, et ça fait mal ces relances justement après chaque virage quand on est plutôt à l'arrière du groupe là. Ça freine et après il faut sprinter pour garder le contact. Allez, encore un peu plus de 2 km dans cette bosse, enfin dans cette longue côte, plus qu'une bosse, avant de basculer dans une descente vertigineuse. Et accélération de Martinez. Allez, mais pour le moment, il n'y a pas d'écart fait par les 3 hommes de tête. Le Dossard, effectivement, le 53. C'est bien Matej Mohoric, le Slovène, vous aviez raison. Il rentre maintenant sur Rafa Majka, sur Ivan Santaromita. Ouais, il me semble avoir vu le numéro 77, ah, c'est ça. Ah ben voilà, Sosa Cuervo. De Chandroni. Firsanov également. Alors, Firsanov, ah oui, Ouais. maillot bleu. Ouais, pour la formation Gazprom. Sergei Firsanov, bon grimpeur de cette équipe russe. On avait notamment vu sur les routes du Tour du Pays Basque, me semble-t-il. Ouais, c'est bien Mohoric. Dans son style donc caractéristique, on en parlait tout à l'heure. Voilà, on bascule dans la descente maintenant. Oula, chute à l'arrière là. Je pense d'ailleurs que c'est le coureur d'Androni. Mohoric n'a pas perdu de temps, il a relancé tout de suite. Et lui s'est jeté dans cette descente comme un mort de faim, comme il sait le faire, hein. Et c'est lui qui fait la descente. Bille en tête. De toute façon, pour lui qui n'est pas très très rapide, là, on va voir, il y a eu une chute. Bon, c'est pas ça qu'on va voir.
Ah si, voilà, c'était le coureur d'Androni qui était échappé. Sosa, Pas de chance. Hein. pas de chance, en tout cas il marchait très fort. Allez, le peloton très étiré évidemment dans cette descente. Bon, c'est pas la descente du Poggio, mais ça ressemble un petit peu. Ah oui, elle est très longue, sinueuse, rapide. Et Mohoric qui a pris quelques mètres d'avance sur Rafa Majka. Et on l'a dit, dès le bas de la descente, il reste à peu près 1 km, pas plus. Donc il suffit de quelques secondes d'avance en bas pour pouvoir espérer l'emporter. Pas besoin d'avoir 20 secondes. Hein. Un petit peu à l'instar de Milan-San Remo, hein, avec Ouais, cette même arrivée encore, qui arrive très très vite après la descente du Poggio. Encore plus court là. Allez, Mohoric qui s'est fait, lui, la belle. Derrière, c'est Firsanov qui est passé devant Majka, qui ne parvient pas à suivre le tempo du Slovène. On a Visconti d'ailleurs, qui a su se remobiliser. Là, il est en 4e position de ce petit groupe. Et puis le sens de la trajectoire de Mohoric. Alors là, c'était pas évident justement au moment où je vous disais ça. Et jusque-là, il prenait de très jolies lignes. Firsanov, Majka, Santa Romita. On a un autre Bahreïn Merida. Est-ce que ce serait encore Visconti? Oui, c'est Visconti. J'ai reconnu le gabarit. Après les coureurs, hein, c'est la 4e fois qu'ils passent ici, donc Ouais, ils connaissent maintenant. ils connaissent, il n'y a pas trop de surprises. Regardez, qui élargit bien pour revenir chercher le point de corde. Ah, c'est le sens de la trajectoire. Oh, attention, la moto qui est passée très très près de Mohoric, évidemment, qui lui cherche le point, enfin, la trajectoire la plus rectiligne. Ah, il a pris 30-40 mètres. Bon, Ouais, c'est pas grand chose, mais on a vu qu'il y avait Visconti dans ce petit groupe, ça peut poser des problèmes aux autres coureurs. Ah, Ça va le très vite. motard a bien compris qu'il fallait laisser passer Mohoric parce que dans l'enchaînement de virages, il va finalement plus vite que la moto. 81 km/h, on a vu s'afficher. Allez, ça y est, là, évidemment. Il est en excès de vitesse. Regardez cette position. Encore une fois, hein, ne tentez pas ça chez vous. Pas chez vous, ni sur le vélo. Enfin, chez vous, à la limite. C'est sur l'Optrainer éventuellement. Mais ça se limite à ça. Il a une vitesse sur ses virages. Ah, il va vraiment très très vite. Hein. Il n'y a pas que la position, il a aussi évidemment une bonne trajectoire. Ouais. Alors, vous savez que certains des meilleurs descendeurs, et notamment Vincenzo Nibali, adorent le sport automobile et que le sport automobile et le cyclisme ont cette particularité évidemment d'avoir un besoin, une bonne lecture de la trajectoire, comme les skieurs. Voilà, c'est toutes ces disciplines, on a besoin d'avoir le sens de la trajectoire. Vincenzo Nibali s'entraîne fréquemment à faire du karting. Pour le moment, Mohoric, Dernier kilomètre, ah oui, voilà. il semble bien parti. Et là, il nous fait une Chris Froome. Il pédale dans la position. Attention derrière, qui est ressorti? Santa Romita? Non, c'est plus Santa Romita. Canola, Marco Canola, qui semble revenir maintenant sur Matej Mohoric. Et ouais, mais là, ça va très vite arriver. Il va falloir les boucher, les... Ah, mais là, il 10, a quoi? 15 Il mètres. a 20 à 20 mètres, 30 mètres à tout casser. Il va reprendre le Slovène. Marco Canola. Je ne sais pas si Mohoric a vu que derrière, il avait un coureur aussi près. Il ne faudrait pas qu'il se relève. Allez, 300. Ah bah, je pense pas qu'il va se relever là, mais 300 mètres, faut tout donner. Est-ce que Canola va reprendre Mohoric ou pas? Ou est-ce que l'ancien champion du monde espoir va tenir bon? Canola a fait signe qu'il était... Il est cuit? Il est cuit, ouais. Il Ah pourra pas non, rentrer. il y va, il essaye encore. Mais ah non, ça y est. J'ai l'impression qu'il se relève. J'ai l'impression qu'il... Non, il donne tout ce qu'il a. Canola, est-ce qu'il va revenir sur Mohoric? Ah non, c'est fini, il n'en peut plus. Il n'en peut plus et c'est Matej Mohoric qui va s'imposer. Quelle démonstration du descendeur slovène Matej Mohoric qui va inscrire son nom au palmarès de ce Grand Prix Industria e Artigianato.
Il s'impose devant Marco Canola pour la 3e place. Et on a Ballerini qui a su Encore s'accrocher. Ouais, il a su s'accrocher. Il me semble avoir vu un maillot de l'équipe Véranda Willems Crélan. Pour la 4e place, ça pourrait être Sean Deby dans ce cas-là. Mais quelle victoire en tous les cas pour Matej Mohoric. Il a bien fait de jeter un petit coup d'œil à 100 mètres de la ligne parce que Canola était peut-être cuit, mais il revenait malgré tout sur le coureur slovène. Il n'a pas vraiment eu le temps de savourer du coup. Et ben voilà Mohoric qui s'impose donc devant Marco Canola. Ballerini prend bien la 3e place devant Sean Deby. Et Mauro Finetto termine 5e.